Beata Umubiayi Meres, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle de votre roman qui vient de sortir, intitulé Consolé. Avant tout, Beata Umubiayi Meres, vous êtes né au Rwanda en 1979. Vous êtes arrivé en France après avoir survécu au génocide perpétré contre les Tutsis. Votre premier roman, Tous les enfants dispersés, a reçu le prix de 5 continents de la francophonie et a été largement salué par la presse. Alors, je vous invite aujourd'hui de nous parler de son nouveau roman, Consolé. Si vous voulez, vous pouvez même lire un extrait de votre livre que vous pouvez choisir. À vous la parole, Mobieyi. Merci. Et merci pour cette proposition. Je vais vous lire un extrait euh, qui est une scène où la petite fille consolée est dans l'enclos de sa maison familiale, la maison de sa mère rwandaise, avec son grand-père qui est aveugle, mais qui a une très grande affection pour cette petite fille. Il, lui, ne voit pas sa couleur et il l'aime comme elle est. Le grand-père lui demande : « Mon enfant, quelle est cette odeur bonne et belle dans l'air ?» Consolée est heureuse de ce possessif que lui offre l'aïeul. Il l'emplit d'un chaleureux sentiment d'appartenance, celui que lui a refusé l'oncle quand il a dit à la mère : « Elle est de leur sang. » Le grand-père saura la cacher sous ses paupières si on vient la prendre pour la rendre à ceux dont elle ignore tout, si ce n'est qu'ils ont une couleur d'un blanc vénéneux et le sang aussi froid qu'une nuit d'avril. Sous les paupières du vieux, il y a ses yeux gâtés, certes, mais il y a surtout, elle en est convaincue, une cachette immense et magique où il entrepose toutes les histoires, les chants de vaches et les tris d'oiseaux qui coulent dans sa bouche du matin au soir. Chaque fois qu'elle lui demande « Mais comment tu sais tout cela, Mouzéhé ?» il pointe l'index tremblant sur son front et lui dit avec emphase : « J'ai tout rangé ici. Ton Mouzéhé a peut-être perdu la vue, ma petite, mais il garde les images et les sons aussi clairs que ta peau de lait. » Cette question. L'odeur bonne et belle qui les enveloppe en ce petit matin de saison sèche. Elle n'a pas encore la ribambelle de mots avec lesquels le vieux fait germer le monde dans l'antre de sa bouche édentée. Elle n'en connaît qu'une poignée, ceux avec lesquels on apprivoise la vie à l'aube, juste après le babil, avant que ne fleurissent les orties du mensonge, avant que l'image du monde ne commence à se lézarder. Elle a en revanche la peau plus fine, l'ouïe plus sensible, la candeur avide des premières saisons. Elle sait que c'est cela qu'il attend d'elle, une fraîcheur du dire, la parole sans entrave des primes et merveilles. Mouzéhé, la natte est encore tendre de la nuit qui s'en va, mais bientôt rêche du soleil qui monte. Et le vieux sait, une odeur d'herbe sèche qui se souvient de la rosée matinale, de nos rêves inassouvis. Hier et aujourd'hui se sont aimés à cette heure précise où le jour se meurt dans un frisson mouillé. Cette natte, c'est la mère qui l'a tressée. A-t-elle pleuré en se souvenant de ses souhaits de fille ? Elle est rêche du passé trop vite évanoui, des gloires rêvées et encore douces de leur persistance à demeurer tapis en nous. Nous sommes un peuple en sursis. Mouzéhé, j'ai un peu froid. Prête-moi ta cape qui sent le tabac. Et le vieux sait. Sur la peau de ses bras, un fin duvet s'est levé pour saluer le soleil qui darde timidement ses rayons par-delà nos corps encore ensommeillés. Mouzéhé, une bergeronnette vient de passer au-dessus de nos têtes. Elle a frôlé le revers de ton chapeau avant de disparaître derrière le grand arbre là-bas. Et le vieux sait. L'air à peine déplacé, le bruit imperceptible d'une aile d'Inyamanza à mon oreille qui annonce une longue journée de récolte.
Cet oiseau est le totem du clan de ma défunte épouse, la Gesela. Mais pour tous les Rwandais, il symbolise l'amitié et porte chance aux voyageurs qui le croisent au moment où il prend la route. Celle dont parle Consolé s'est déjà évanouie derrière les 2 grands arbres plantés près de l'enclos. À droite se trouve le Muvumu, indispensable ficus dont le bois servira à fabriquer des pots à lait, des sièges comme celui sur lequel je suis assis, une cuve de fermentation pour le vin de banane. Son écorce battue offrira des vêtements que les jeunes refusent désormais de porter, préférant les toiles fines apportées par les blancs. Il y a toujours à gauche l'arbre aux fleurs de sang, le muko. Consolée a cru un temps que c'était des fruits. Elle a salivé en leur imaginant un goût sucré de prunes gorgées de lumière jusqu'à ce qu'elle ramasse une fleur écarlate déjà flétrie, jusqu'à ce qu'on lui fasse ingurgiter le jus amer de son écorce pour la soigner des vers. La mère vient de quitter la maison. Avec les oncles, elle va recueillir le sorgho mûr dans nos champs, sur l'autre versant de la colline. Cet après-midi, la cour sera jonchée de grosses grappes brunes aux grains ronds et à l'odeur entêtante. Nous boirons bientôt la bière pour célébrer la fête de la première moisson, le Muganura. C'est très poétique, hein? Alors, ma première question, votre roman s'inspire d'une histoire trop longtemps oubliée en Belgique comme dans ses anciennes colonies africaines. C'est de l'Institut des enfants mulâtres de Save. Pouvez-vous nous dire quelle c'est l'histoire et comment vous l'avez abordée à travers la fiction? Alors, merci pour cette question. Moi, je n'avais pas entendu parler de cette histoire des métis à l'époque coloniale belge, et notamment l'Institut pour enfants mulâtres de Save, alors que je suis originaire de Boutaré, qui est quand même pas très loin de Save, donc j'ai grandi proche de cet endroit. Je n'en avais jamais entendu parler au Rwanda, et quand je suis arrivée en Europe, je n'en ai pas entendu parler non plus. Et ce n'est qu'il y a quelques années, finalement, quand les anciens enfants métis, qui sont aujourd'hui plutôt des personnes âgées, se sont constitués en association en Belgique et qu'ils ont porté leur histoire pour qu'elle soit reconnue devant le Parlement belge, c'était en 2018 à peu près, que j'ai eu vent de cette histoire parce que des gens, des amis m'ont envoyé différents articles de presse, des extraits de journaux télévisés, et notamment quand le Premier ministre belge a reconnu cette histoire et qu'il a demandé pardon au nom de la Belgique aux métis. Et c'est une histoire qui a été vraiment cachée, ou en tout cas oubliée délibérément, et du côté rwandais et du côté belge, sachant que l'Institut, alors pour les gens qui ne connaissent pas cette histoire, qui en entendent parler pour la première fois, à l'époque de la colonisation, les hommes qui étaient occidentaux et qui allaient dans les colonies, essentiellement des Belges, mais il y avait aussi des Français, des Grecs, des Portugais, quand ils avaient des enfants avec des femmes noires, rwandaises, burundaises, congolaises, c'était considéré comme contre nature. Il n'était pas censé y avoir de mélange entre ce qu'on appelait à l'époque les races noires et les races blanches, sachant que la colonisation s'appuyait aussi sur une idéologie qui supposait que la race blanche était supérieure à la race noire. Évidemment, il y avait quand même des mélanges, il y avait quand même des unions où parfois une femme était forcée à avoir des relations avec ces hommes. Parfois, c'était des vraies unions, mais ils n'étaient pas autorisés à se marier. En tout cas, naissaient des enfants métis. Et ces enfants métis, la colonie a décidé de les retirer à leur mère noire, de les retirer, je dirais, de la société noire,
et de les emmener dans des institutions spécifiques qui étaient dirigées, qui étaient tenues par des religieuses blanches. Et une de ces institutions était donc le fameux Institut pour enfants mulâtres de Save, qui était dirigé par des sœurs blanches et qui réunissait les métis donc à l'époque c'était le Rwanda-Urundi sous tutelle de la Belgique, mais aussi de l'Est du Congo au niveau du Kivu. Et tous ces enfants étaient envoyés à Save. Les garçons et les filles y arrivaient à partir de 2-3 ans. Quand ils arrivaient à 10-11 ans, les garçons plus âgés étaient envoyés soit à Bdimana, soit à Nyangezi, aussi dans des institutions religieuses, et les filles restaient là. Et au moment un peu avant l'indépendance, la sœur supérieure de cette institution, qui avait décidé que c'était un peu ses enfants, quoi. Elle était vraiment très investie quelque part, même si dans cet endroit-là, les enfants étaient quand même, on leur disait pas mal de choses négatives sur ce qu'on appelait les indigènes. Donc, on les éloignait de leur famille rwandaise, burundaise, congolaise. Mais elle s'était dit, qu'est-ce qui va se passer avec ces enfants au moment de l'indépendance? Et elle a décidé de les envoyer en Belgique. Elle a décidé qu'il ne fallait pas les laisser aux mains des Africains. Et donc, plusieurs centaines d'enfants ont été envoyés en avion en Belgique, donc à la fin des années 50, au début des années 60. Et arrivés en Belgique, donc ils étaient retirés. On disait à leur maman, ils vont aller Iwulaali pour faire des études. Ce qu'on ne leur disait pas, c'est que c'était un voyage sans retour. Et ces enfants sont arrivés en Belgique sans vraiment comprendre ce qui leur arrivait pour la plupart, les plus petits en tout cas. Les plus petits, souvent, ont été adoptés par des familles belges. Ceux qui étaient un peu plus âgés se sont retrouvés dans des internats, des institutions où ils étaient plus ou moins bien traités. Certains se sont retrouvés, notamment les filles, à travailler dans les familles comme si c'était des domestiques. D'autres ont réussi à s'en sortir, etc., etc. Mais ça a été des vies difficiles. Ils sont arrivés avec un passeport belge, sauf qu'au moment où leur pays d'origine a eu l'indépendance, on leur a dit non, on leur a retiré leurs papiers. Et donc, ils se sont retrouvés de nouveau étrangers à devoir faire des démarches longues et parfois coûteuses pour acquérir la nationalité belge. Et personne jamais ne s'est préoccupé de faire un contact avec leur maman, rester au pays, qui se demandaient ce qui était arrivé pour leurs enfants. Donc, c'est quand même quelque chose une histoire incroyable et qui pourtant a été tue pendant des décennies. Et il a vraiment fallu qu'il se constitue en association, l'Association Métis de Belgique, pour qu'ils se battent pour faire reconnaître cette histoire. Sachant qu'il y a aussi des milliers et des milliers de métis, notamment au Congo, qui eux sont restés. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on a fermé les institutions, on leur a dit on s'en va, débrouillez-vous, retrouvez vos mamans. Mais pour des enfants qui parfois étaient là depuis qu'ils avaient 2-3 ans. Donc, c'est un élément quand même, on fait sortir beaucoup d'histoires de l'époque coloniale ces dernières années, mais la spécificité des enfants métis, c'est aussi des destins brisés, ou en tout cas des destins compliqués. Et donc, j'en ai entendu parler dans les médias. Et j'ai commencé à lire les articles. J'ai vu qu'il y avait un premier documentaire qui avait été fait. J'ai lu aussi un livre qui avait été fait par un monsieur belgon-congolais qui a fait une enquête vraiment personnelle, hein, qui a publié un livre à compte d'auteur. Et c'est une somme d'éléments d'entretien, d'éléments d'archives auxquels il a pu avoir accès. Donc ça m'a permis aussi de me renseigner sur cette histoire. Et puis, à un moment donné, j'ai contacté l'association Métis de Belgique et je leur ai dit, écoutez, moi, je voudrais écrire, moi, je suis romancière. Donc, je ne suis pas historienne. Ce n'est pas mon histoire parce que moi, je suis née en 79, en 79. Donc, mais
en tant que romancière, mais aussi en tant que métisse du Rwanda, je me sens vraiment touchée par cette histoire et j'aimerais bien écrire un roman qui va s'en inspirer et qui permettra peut-être de la faire connaître à un plus grand nombre. Et j'ai eu en contact une dame de l'association Métis de Belgique. Je lui ai dit, je voudrais écrire l'histoire d'une petite fille qui se serait retrouvée là. Est-ce que vous pouvez me mettre en contact avec une personne qui accepterait de me raconter? Je ne vais pas écrire son histoire. Moi, je vais écrire vraiment de la fiction. Je vais inventer. Mais comme je n'étais pas à Savé dans les années 50, dans les années 60, enfin début des années 60, je ne sais pas comment c'était. J'ai vu les photos, j'ai regardé les photos, j'ai regardé les quelques vidéos, mais j'ai envie d'écrire quelque chose qui soit au plus près de la réalité et que je ne raconte pas des bêtises. Donc, elle m'a mise en contact avec une dame qui s'appelle Germaine, qui habite à Bruxelles, et avec qui j'ai eu un entretien. Au départ, donc c'était un entretien téléphonique. Et donc, je lui ai demandé de me raconter, mais pas forcément son histoire personnelle, parce que je n'allais pas écrire son histoire, mais comment c'était le quotidien à cet endroit-là. Comment est-ce qu'elles étaient traitées par les religieuses? Comment les relations se passaient à l'école? Par exemple, au début, les enfants de l'Institut allaient à l'école avec les enfants de la colline, les enfants noirs. Et elle me racontait que les enfants noirs, eh bien, ils les regardaient un peu étrangement et puis ils les appelaient Roussatsi. Et donc, ça voulait dire quand même qu'il y avait une sorte de discrimination aussi. Et les blancs et les noirs les considéraient comme différents. Alors, ce n'était pas la même chose, hein. Mais il y avait cette expérience-là. Donc, voilà, c'était cet exemple de comment on les appelait Roussatsi. Je m'en suis inspirée pour avoir un dialogue entre cette petite fille et sa marraine qui dit mais pourquoi ils nous appellent comme ça? Et j'ai imaginé que disait mais c'est parce que nous n'avons pas les mêmes cheveux alors qu'eux sont obligés de raser la tête pour aller à l'école. Elle m'a parlé je lui ai dit mais comment vous mangiez, comment c'était les dortoirs, etc. Tous ces petits détails du quotidien m'ont permis moi de pouvoir avoir des descriptions de paysages, de moments, de scènes qui soient véridiques en tout cas. Même si après, moi, j'ai imaginé une histoire complètement inventée avec cette petite fille consolée, donc qui passe les 7 premières années de sa vie avec sa maman, son grand-père et sa cousine. Donc, je décris vraiment toutes ces scènes comme celles que j'ai lues, où il y a une très grande affection entre Consolée et son grand-père. Et on va comprendre que finalement, c'est le père blanc qu'elle n'a jamais vu, qui va dire aux oncles, c'est-à-dire aux frères de la maman, il faut l'envoyer à l'institut. Et c'est les oncles qui vont venir parce qu'eux, ils disent non, cet enfant n'est pas des nôtres. Donc, je voulais aussi montrer que dans la société africaine, il y avait des gens qui étaient très, comme le grand-père, qui considéraient que c'était un enfant comme les autres et qu'il fallait l'élever comme les autres et qu'il leur appartenait. Et puis, il pouvait y avoir des gens qui disaient non, ça, c'est Omozongo, il n'est pas vraiment des nôtres. Donc, j'ai essayé aussi de traiter ce sujet sans manichéisme. Donc, l'enfant se retrouve à Savé. Donc, je raconte ces années où petit à petit, elle va se détacher de sa mère et elle va même la considérer un peu avec mépris parce que sa mère, c'est une indigène. Et quand j'utilise ce mot indigène, je pense que ça vous parle. Parce que chez nous, indigène, c'était un peu, enfin, moi, quand j'ai grandi au Rwanda, c'était presque une insulte, indigène. Ça voulait dire qu'on n'était pas évolué, quoi. Quand je suis arrivée en France, j'ai compris que ce mot voulait juste dire l'habitant des lieux, l'habitant initial. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que pendant la colonisation, être indigène, c'est-à-dire être un habitant du lieu, était déprécié. Donc, je raconte comment petit à petit, on lui met dans la tête que les Noirs sont inférieurs et qu'elle, en tant que métisse, elle est peut-être un peu supérieure, même si le Graal, c'est l'Europe, c'est les Blancs. Donc, cette hiérarchisation raciale, elle va l'intégrer.
arrive donc cette période pré-indépendance où elle est envoyée en Belgique. Elle va se retrouver adoptée par une famille de Belges. Et là encore, j'avais envie de raconter un couple, lui c'est un ancien colonial, et en même temps, ils vont investir une grande affection dans cet enfant, mais une affection qui est un peu mal placée parce qu'ils ont cette histoire coloniale. Voilà. Et ensuite, il se passe des choses, mais ce qui était intéressant pour moi, c'était vraiment de raconter ce début de vie au Rwanda. Et en même temps, cette dame-là, on va la retrouver à la fin de sa vie, avec un autre personnage. Mais c'était une façon de pouvoir voilà, faire entendre ces destins de métis des colonies, tout en faisant réfléchir au fait que le fait colonial, ce n'est pas un passé qui est passé. C'est un passé qui n'est pas complètement passé pour certaines personnes, pour la simple et seule raison que les Occidentaux, pour eux, c'est fini, ils ont quitté l'Afrique et ce n'est plus leur histoire. Mais pour certaines personnes, que ce soit des métis comme ce personnage de Consolé de l'époque coloniale, ou pour les immigrés post-coloniaux, c'est encore très présent, ça marque leur quotidien. Et j'avais envie de raconter ça. C'est très intéressant. Merci, Mobieyi. Alors, là, je vais rebondir sur ça. Dans Consolé, ce roman qui se passe en partie dans les années 50 au Rwanda, mais aussi en Europe aujourd'hui, vous faites référence à plusieurs éléments de la tradition rwandaise et évoquez la faune. La faune, c'est Sakabaka, et la flore, Umuvumu, Imiyenzi, Umuko, traditionnelle du pays. Comment et pourquoi faire son lien entre le passé et la modernité? Alors, Sakawaka, c'est vraiment, évidemment, c'est très stylisé, mais on voit 3 oiseaux sur la couverture du livre. Mais comme dans mes différents livres jusqu'à présent, je pense que là d'où j'écris, il y a la culture rwandaise. Dans mon précédent roman, Tous tes enfants dispersés, il y avait déjà un arbre qui était très présent, c'était le jacaranda. Et en faisant des recherches, je m'étais rendu compte que c'était un arbre qu'on voit partout. Alors beaucoup à Kigali, par exemple, j'y étais récemment, il y avait la floraison des jacarandas. C'est un arbre qui a été amené par la colonisation, ce n'était pas un arbre d'origine. Et donc, de fil en aiguille, je me suis intéressée à la question de la faune et de la flore et de qu'est-ce qui existait, qu'est-ce qui a été changé avec la colonisation. Et donc, je me suis intéressée aux arbres traditionnels qui avaient parfois aussi une histoire, et notamment dans la culture rwandaise à la campagne. Voilà, j'ai compris que Igiti Kyumuvumu, c'est un arbre qui est vraiment très important, un arbre qui a une signification symbolique, mais qui par ailleurs était utilisé par les Rwandaises et les Rwandais pour plein de choses. Ce que je disais dans l'extrait, les vêtements, le bois pour faire les meubles, pour les pirogues, pour faire loge dans laquelle on fait la bière. Guagua. Donc mais si j'avais dit juste en français, c'est un ficus, parce qu'il a le nom occidental, c'est ficus, il a un nom latin. Je pense que les Rwandais n'auraient pas su que je parlais de Igiti Kyumuvumu. Ça, c'est aussi la spécificité, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que souvent, pour les plantes, on continue à utiliser le terme rwandais au Rwanda, même pour les gens qui parlent couramment en français ou anglais. Donc, j'ai tenu à garder le mot rwandais. Il y a aussi cet arbre, parce que je me disais, quand on est un enfant, on voit vraiment
j'avais envie de raconter ce qu'on voit à hauteur d'enfant. Et ce qu'on voit à hauteur d'enfant dans une campagne rwandaise dans les années 50, c'est essentiellement les arbres, voilà, la flore qui entoure. Et cet enfant, par exemple, elle est fascinée par un autre arbre qui est très, très... Quand on le voit dans la campagne, on ne peut pas ne pas le voir, c'est Omuko. Donc, c'est le terme, c'est érythrine ou arbre corail d'Abyssinie. Parce qu'il a ces fleurs rouges qui sont très belles, mais voilà, on voit, il a à peine de feuilles. Et donc, j'avais envie que pour elle, ça soit quelque chose dont on se souvient depuis l'enfance. On sait que près de chez un tel, il y avait tel arbre qui était planté, etc. Je parle aussi de Imienzi parce qu'à l'époque, maintenant, il n'y a plus beaucoup, en fait, sauf à la campagne, mais les haies autour du Lugo, c'était Imienzi. Donc, c'est le Ford. Et puis, comme vous disiez, il y a Sakawaka. Et Sakawaka, quand on est au Rwanda, c'est vrai, quand on lève les yeux, souvent, on voit les milans là, qui planent dans le ciel. Alors, il y en a qui disent c'est des éperviers, il y en a qui disent c'est des milans. Moi, je n'ai pas réussi à trouver la bonne traduction et je ne suis pas une spécialiste en oiseaux. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut me dire quelle est la correcte traduction. Mais je me suis rendu compte aussi que Sakawaka, en fait, c'est l'animal totem d'un clan, le clan des Asinga. Et je me suis dit, comment on peut prendre cet élément de la tradition et le mettre dans un roman moderne. Et ça a été le moment où, et évidemment, c'est quelque chose qui est inventé parce que finalement, j'ai l'impression que les animaux totems des clans, donc il y a ceux qui ont la grue couronnée, ceux qui ont la bergeronnette, ceux qui ont... mais ça n'avait pas une signification particulière. On n'était pas censé avoir une relation particulière avec ces animaux. Je crois qu'il y avait un interdit alimentaire pour certains. Mais j'ai eu envie que ça ait une signification dans l'histoire de cette petite fille. Et quand on l'arrache à son grand-père pour l'emmener à Savé, il est complètement démuni, ce vieux monsieur. Et il se dit, mais qu'est-ce que je peux lui dire pour lui dire que je vais rester auprès d'elle? Et à ce moment-là, il y a Sakawaka qui est en train de planer dans le ciel. Et donc, il va inventer un élément de la tradition. Il va lui dire, tu sais que Sakawaka, c'est l'animal, le clan de notre clan, le totem de notre clan. Évidemment, elle, comme elle n'est pas de père rwandais, elle ne devrait pas pouvoir dire je suis Omosingakazi. Mais lui décide que oui, tu as le droit, tu es ma petite fille, tu es mon enfant. Tu es Omosingakazi, Sakawaka est aussi ton animal totem. Et où que tu iras, que ce soit à Savé ou à un autre endroit sur la terre, je sais que je t'enverrai cet animal-là, cet oiseau, qui viendra te rendre visite. Et ça sera comme une salutation du pays, une salutation de ma part. C'est un symbole, évidemment. Et il se fait que, à la fin de sa vie, cette vieille dame qui s'appelle Astrida, mais en réalité, on comprend que c'est la petite consolée qui est devenue vieille et qui s'appelle maintenant Astrida, eh bien, elle est dans un EHPAD, dans une maison de retraite, maison pour personnes âgées, qui s'appelle Les Oiseaux. Et elle passe sa journée à attendre un signe du pays, un signe qui lui serait symbolisé par Sakawaka. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on peut prendre des éléments de la tradition et, en tout cas pour ma part, les utiliser pour une histoire très moderne, en sachant que ce n'est pas... voilà, on brode ensuite après. Alors, Omobiei, dans ce roman, le personnage d'Astrid atteint de la maladie d'Alzheimer. Cette maladie efface progressivement dans sa mémoire le français et elle ne parle plus que sa langue maternelle. C'est Hamatan, la stagiaire art-thérapeute d'origine sénégalaise qui va tenter de découvrir quelle est cette langue pour rendre son identité à cette vieille femme. Pouvez-vous nous parler de cette histoire de perte de la langue et pourquoi elle concerne tous les immigrés que nous sommes?
Oui, alors c'est une réalité dont je n'avais pas conscience non plus. Et c'est en discutant avec un ami ici en France qui travaille dans une maison de retraite pour personnes âgées, que j'ai réalisé que certaines personnes, quand elles étaient atteintes de troubles neurodégénératifs et notamment la maladie d'Alzheimer, oubliaient les langues apprises. C'est-à-dire que quand on a la maladie d'Alzheimer, la mémoire s'efface à l'inverse. C'est les choses les plus récentes qu'on oublie. Et les choses les plus anciennes, notamment l'enfance, sont encore bien conservées. Donc, quand, comme ce que me racontait cet ami, on est, lui en l'occurrence, c'était des personnes qui étaient originaires d'Espagne, parce qu'il y a eu une forte immigration espagnole en France suite à la guerre d'Espagne, c'est-à-dire dans les années 30, fin des années 30, 40. Ces gens sont arrivés, certains étaient déjà grands, ont appris le français. Et quand ils sont très âgés et qu'ils ont ce trouble de perte de la mémoire, finalement, ils oublient le français. Et dans les maisons de retraite aujourd'hui, les professionnels sont souvent obligés de parler en espagnol ou en italien, ou parfois c'est le patois, c'est-à-dire la langue qui était parlée à la campagne en France avant, qui ressurgit. Et les gens ne parlent plus français. Mm. Et pour moi, ça a été vraiment un choc parce que je me suis dit, mais alors, que va-t-il arriver de nous? Parce que ça, ce sont des gens qui ont quitté leur pays dans les années 40, 50. Depuis, il y a eu des millions de gens qui ont émigré de par le monde. Donc, je me suis renseignée, j'ai lu des choses, j'ai regardé s'il y avait des articles scientifiques. J'ai vu que, par exemple, au Canada, qui est quand même un grand pays d'immigration, donc qui a aussi une prise en compte des problématiques des exilés plus fortes, avec aussi une politique multiculturelle plus forte, ils ont mis en place depuis des années des programmes pour justement les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer qui ne parlent parfois plus la même langue que leurs enfants ou que leurs conjoints dans le cas de couples mixtes. Ici, en Europe, et notamment en France, je pense que la Belgique est un peu mieux placée, la Hollande aussi, mais en France, c'est un sujet assez tabou, quoi, parce que voilà, c'est déjà très compliqué de parler de la réalité de vie des personnes du quatrième âge dans ces institutions. Et la spécificité des personnes migrées est peu parlée et n'est pas présente dans le débat public. Mais se pose la question pour nous tous finalement. Si, alors évidemment, ce n'est pas une fatalité, tout le monde ne va pas avoir la maladie d'Alzheimer, et même sur cette population-là, ce n'est qu'un pourcentage, je pense à peu près 20% d'après ce que j'ai lu, qui se retrouve dans cette situation. Mais moi, par exemple, je n'ai pas appris le Kinyarwanda, qui est ma langue maternelle, à mes enfants. Est-ce que je ne risque pas un jour de me retrouver face, très âgée, à des fils qui ne comprennent pas ce que je dis? Quand quand j'écrivais ce roman, j'en parlais autour de moi, et il y a une amie d'ailleurs qui m'a raconté une scène comme celle-là, d'origine espagnole. Elle m'a dit: «Notre père, à ma sœur et moi, sur son lit de mort, nous a parlé en espagnol. Nous ne comprenions pas cette langue, nous ne savons pas quelles ont été ses dernières paroles». Et donc pour moi, c'est une réalité qui est de comment on se saisit de cette question. Est-ce qu'on fait en sorte, et on sait combien c'est difficile d'apprendre la langue à ses enfants quand on est dans un couple mixte, que l'autre ne parle pas la langue, que tout l'environnement est dans une autre langue. C'est compliqué de leur apprendre notre langue maternelle. Parfois, ils n'ont pas envie, parfois, on n'a pas les outils, parfois, on n'a pas le temps. Mais du coup, pour moi, il faut qu'il y ait un vrai débat de société euh, qui interroge la question de la fin de vie des immigrés dans les pays occidentaux. Et évidemment, le personnage de Ramata, qui elle-même est une immigrée, elle est arrivée en France à l'âge de 6 ans, originaire du Sénégal. Ce sont des thématiques qui lui parlent peut-être plus à elle et à l'autre personnage dans le roman qui est
une psychologue québécoise que peut-être aux autres employés de la maison de retraite qui sont français depuis plusieurs générations. Et elle va faire une enquête. Le roman, c'est aussi l'histoire d'une enquête d'une femme qui se sent vraiment touchée par une autre femme, par une vieille femme, et qui décide de lui restituer un bout de sa mémoire et de répondre à ses derniers souhaits. Si vous permettez, je vais lire cette phrase qui se trouve sur la 4e de couverture. Je cite: Histoire d'une réparation symbolique et d'une langue retrouvée. Consolé est un roman poétique, bouleversant, qui met en résonance le passé colonial et la condition des enfants d'immigrés. Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus? La réparation symbolique, quelque part, nous avons tous et toutes besoin d'être consolés de quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai choisi aussi ce prénom pour mon personnage. On ne va pas refaire le passé. Je ne fais pas partie des gens qui pensent que on peut tout réparer et remettre à l'identique. Le passé, il est là. Les gens ont été abîmés, ont été heurtés. Mais la réparation symbolique, c'est l'idée de pouvoir reconsidérer la personne comme un sujet et non pas comme un objet, comme un sujet, acteur, actrice de sa vie et pouvoir l'écouter jusqu'à la fin de sa vie. Ce n'est pas parce qu'on est une personne âgée qu'on n'est plus, comme je dis, dans la palpitation du monde, qu'on doit cesser de nous écouter. Moi, j'ai une affection particulière pour les personnes âgées. Et c'est ce que je dis aussi dans ce roman. Ce que j'essaye de dire, c'est que ici en Occident, les personnes très âgées, on les enferme dans un endroit, on ne les écoute plus, on ne les regarde plus. Et justement, je mets en résonance avec l'histoire de ce grand-père dans la cour dans les années 50 au Rwanda, qui était au cœur de la famille. On l'écoutait encore, on le respectait encore. Il avait une mémoire à transmettre. Et cette réparation symbolique peut passer par le fait que les personnes âgées immigrées ici, on les écoute, elles ont des choses importantes à transmettre et on écoute aussi leurs dernières volontés et on essaye de les respecter. Et on n'efface pas leur histoire, on n'efface pas ce qu'elles ont enduré. Pouvoir reconnaître l'histoire d'une personne, pouvoir l'écouter et la transmettre, pour moi, ça fait partie de la réparation symbolique dont notre humanité a besoin. Merci beaucoup. Alors, c'est quoi le roman suivant pour terminer? C'est trop tôt pour en parler. Mais il y en a? Il y aura d'autres livres, bien évidemment. C'est très Oui. bien. Merci beaucoup pour Merci ce que beaucoup. vous faites. Alors, à très vite au Mobiayi. Merci beaucoup. Merci, Khalidina. Au revoir. Au revoir.